Bonjour. Le vin à la radio, c'est pas une mince affaire. La radio, c'est du son qu'on entend par les oreilles. Et l'ouïe est bien le seul des 5 sens à n'être pas stimulé par le vin. Le vin vous en met plein la vue par ses couleurs chatoyantes, aux variations inouïes et infinies, du grenat, de la syrah, au rose presque framboise, du merlot, sans oublier ses touches d'orange, le fameux tuilé du vin rouge qui vieillit. Le vin diffuse des parfums complexes dont votre nez tente de percevoir toutes les nuances. Certains embaument la pièce à peine débouchée, d'autres sont plus secrets et s'ouvrent progressivement. Le goût est son domaine de prédilection bien entendu, et la magie des accords vous en fait percevoir toujours de nouvelles dimensions. Que dire du toucher même, quand votre langue en éprouve la texture, caressant la robe ample, voluptueuse d'un Bordeaux rouge, ou au contraire légère, évanescente d'un blanc de la Loire. Mais le vin, il n'émet pas de son, ou presque. Il y a bien quelques bruits reconnaissables entre mille. Le collier d'étain qu'on découpe, le bouchon qui fait plop en sortant du goulot, le glou-glou du liquide qui s'écoule dans le verre. Le vin, lui, ne fait aucun bruit. Sa partition est silencieuse. Ou alors il se tait. Peut-être bien qu'il écoute la radio, ou peut-être un podcast. Ce deuxième épisode se nomme « La messe n'est pas dite à Châteauneuf-du-Pape ». Bienvenue dans la Terre à boire. Nous sommes toujours sur la route des vins de la vallée du Rhône en compagnie de Patrice Defay et Laurent Delceau. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Lors du dernier épisode, on a présenté un petit peu cette région, on a parlé avec passion de géologie avec Dominique Buffet, on a parlé de climat, un petit peu de cépages dominants, d'appellations, un petit peu de grand cru. On a goûté aussi un vin qui était un peu notre apéritif, notre introduction à cette région. C'était un excellent Crérane blanc de la maison Richaud de 2015, et on s'est bien régalé. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, j'ai envie de dire, on entre dans le vif du sujet, on met les pieds dans le plat. On fait un petit tour du côté de l'appellation la plus réputée de toute la région, mondialement connue, peut-être même l'appellation la plus connue de tout le sud-est de la France, on peut se dire ça, c'est Châteauneuf-du-Pape. On peut se le dire. On peut se le dire. Je ne vois pas d'appellation qui soit plus célèbre dans ce coin-là. Évidemment, il y a des Bourgognes, il y a des Médocs, mais... C'est la star du sud. Châteauneuf, c'est la star. Voilà. Et la star, c'est toi qui t'y colle, hein, Patrice. Tu as choisi un vin de la maison Charvin. Exactement, le bien nommé. On reviendra sur l'histoire un petit peu du domaine tout à l'heure. Avec plaisir. On t'écoute. Très bien. Déjà, Châteauneuf d'abord. Châteauneuf, ouais. Bon, alors Châteauneuf-du Pape. Pourquoi le Pape ? C'est un vignoble qui a beaucoup été développé en fait au XIVe siècle. On parlait à l'époque du vin du Pape sous le règne de Jean XXII, le grand Jean XXII. Une époque où les papes étaient en Avignon et pas à Rome. Exactement, à l'époque des papes en Avignon. Il faut lire Les Rois maudits pour savoir tout ça. Écoute, je l'ai pas lu, mais c'est une série de bouquins, il y en a plein, et je t'assure, il faut lire au moins les 3-4 premiers, parce que c'est passionnant. Jean-Pierre, le fameux Jean-Pierre qui interprétait les Rois maudits. Oui, tout à fait, ça c'était l'adaptation télévisée, mais on revient au bouquin Boris Druon, c'est extraordinaire, il paraît, parenthèse évidemment, mais Game of Thrones, l'auteur de Game of Thrones, c'est largement inspiré de cette série-là, et lire cette série-là, je t'assure, c'est assez épatant. Oui, ça bien, je vois bien le parallèle entre Jon Snow et Jean-Pierre, effectivement. Ça c'est pour l'anecdote. Les papes en Avignon, et donc ils boivent du vin, et donc on fait du vin à côté. Ils développent beaucoup, ils aident énormément au développement de la vigne dans la région. Du coup, c'est comme ça qu'a beaucoup grandi le vin dans cette zone et du sud-est. L'AOC, en fait, Châteauneuf est créé ou a été reconnu en 1936, donc c'est une des plus vieilles AOC de France, et on va dire que le Châteauneuf c'est un peu le roi incontesté du Sud par rapport auquel tout le monde a essayé plus ou moins, en tout cas dans le Sud-Est, en tout cas dans le Rhône Sud, de se positionner, que ce soit Gigondas ou Vaqueras. Alors qu'est-ce qui fait sa force ? Alors déjà, il compte à peu près 320 domaines aujourd'hui dans la zone de Châteauneuf. 97% de la production est en rouge, donc avec une grosse dominante de rouge. La force, c'est l'identité. La première chose caractéristique, c'est la bouteille de Châteauneuf, la bouteille armoirée, donc qui incarne avec la tiare. Je la prends en photo. Exactement, la tiare, les clés de Saint-Pierre et entourée par l'écriture, l'écriteau, je dirais Châteauneuf-du-Pape en lettres gothiques.
gothique. Tout ça moulé dans le verre, donc ce qui donne déjà un petit peu de protection à Châteauneuf dans les contrefaçons, parce qu'il faut déjà faire la bouteille, et puis qui donne son identité, et une bouteille qui est assez noble, assez belle à voir. Alors, est-ce que ces clés de Saint-Pierre nous ouvrent les clés du paradis bacchique? C'est ce qu'on va essayer de découvrir par la suite. Alors, pour parler de spécificité, donc Châteauneuf, alors ce qui est bien à Châteauneuf, en fait, c'est la liberté du Châteauneuf. C'est une AOC. Beaucoup de cépages. Alors, on parle de 13 cépages habituellement. En fait, on n'en a pas 13, pour être plus précis, il y en a 18. Donc, il y a les 13 classiques, que sont Grenache, Mourvèdre, Syrah, Cinsault, Muscardin, Caunoise, Clairette, il va tous les Bourboulenc, Roussanne, Picpoul, Picardan, Vaccarès, Terre Noir. Ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que Grenache et Picpoul se déclinent en noir, en rose et en blanc, et que Clairette se décline en blanc et en rose. Donc, ce qui fait 18 cépages au total pour Châteauneuf. Donc, déjà, grande variété de cépages. Deuxième chose importante, c'est que en Châteauneuf, on fait un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire, quand on a ces 18 cépages, on fait tous les assemblages possibles, en rouge et en blanc. Et aussi, on peut faire du monocépage si on le souhaite. Donc, il y a une grande liberté d'expression sur l'ensemble en fait des différents cépages. Alors, particularité aussi, quand on a les assemblages, il y a souvent quand même une dominante Grenache, Mourvèdre et Syrah, et on va dire les grandes caractéristiques. On a 3 grandes tendances en fait de typologie de Châteauneuf. Globalement, les cuvées tradition, qui essayent d'incarner un peu la typicité du Châteauneuf du Pape. Donc où là on a souvent une dominante Grenache, Mourvèdre et en général une présence un peu plus faible de Syrah et de Vaccarès. Ensuite, on va avoir les cuvées spéciales. Donc les cuvées spéciales, toujours le même domaine va faire un peu une cuvée particulière. Donc soit une cuvée vieille vigne en général, ça c'est un petit peu. Donc ça veut dire on attend un peu avant de. Non, pas du tout. Vieille vigne, c'est qu'on va. Non, vieille vigne, ça veut dire qu'on va travailler sur des vignes historiques qui ont 80, 100 ans, qui s'enfoncent loin dans les sols, et on va travailler un terroir vieille vigne. C'est le cas par exemple du domaine de Marcoux, qui est une cuvée vieille vigne. Si on veut donner un exemple de vieille vigne. Vieille vigne, c'est l'âge de la vigne. Moi, j'ai toujours cru que c'était le raisin qu'on laissait vieillir plus longtemps sur le cep, en fait. Non. Non. Vieille vigne. On parle de l'âge de la vigne qui a en général plus de 50 ans. Pardon. Ce à quoi tu fais allusion, c'est vendange tardive. Vendange tardive, voilà. La confusion, je l'ai faite. Voilà. C'est ça. C'est fait. On le fera plus. Donc cuvée spéciale vieille vigne, ou alors maintenant un travail un petit peu, je dirais, à la bourguignonne quelque part, mais c'est un peu exagéré de dire ça, mais c'est par parcelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des parcelles qui vont être vinifiées en propre. Et donc là, on va avoir, par exemple, la parcelle Pied-Long du domaine de la Roquette. Bref, à la fois un travail sur les vieilles vignes, donc des cuvées spéciales, et puis un travail par parcelle. Ça veut dire la typicité des parcelles, comme on l'avait vu avec par Dominique. Rapport au terroir, voilà, l'exposition, on va avoir l'altitude, le côté venté, donc va donner c'est le principe du terroir, encore une fois, des terroirs. Équivalent des climats en Bourgogne. Quand on redécoupe encore, c'est déjà pas un grand territoire, mais on le redécoupe encore en petits morceaux parce que chacun a une typicité. C'est ça, c'est le climat. Le climat. Voilà. Et puis voilà, donc ça c'est les caractéristiques. Et puis peut-être pour parler un peu plus de la tendance actuelle, on va dire, c'est effectivement des vins. Le Châteauneuf-du-Pape, c'est quand même un peu le vin de garde par excellence. Alors, comme disait Dominique Buffet, plutôt 15-20 ans maximum, mais néanmoins vin de garde du coin. Néanmoins, les consommateurs veulent boire du vin un peu plus tôt, un peu plus jeune, donc on va faire des vins à boire un peu plus jeunes. Tout fout le camp, on n'attend plus. Il y a aussi le marché américain qui influe pas mal et qui demande des vins à boire jeunes, justement avec une plus grande sucrosité. Donc voilà, on a pas mal de tendance à introduire beaucoup plus de Syrah, en général 20% et au-delà. Et donc voilà, une des tendances actuelles est des vins plus immédiats, plus accessibles, à boire plus jeunes, avec une dominante de Syrah. Voilà, avec le domaine, par exemple le domaine Saint-Préfère ou le domaine de la Fond de Loup, si je me trompe pas, qui vont faire des cuvées 20% Syrah, voire 100% Syrah. Ce qui représente le risque d'en faire des vins un peu plus ordinaires que ce qu'ils sont au départ. Châteauneuf, c'est un vin de garde, c'est presque le seul vin vraiment de garde de la région. Ce qui ne veut pas dire qu'il se garde pas, la Syrah, on le sait. Et qui ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, bien sûr. Exactement. Il peut être excellent. Après, voilà, c'est un peu on va dire peut-être un positionnement marketing de pouvoir atteindre une plus large gamme de consommateurs parce que simplement le vin est plus accessible. Le domaine
du jour. Alors, le bien nommé domaine Charvin, donc c'est le vin du jour. Alors l'idée, c'est quoi? C'est que bon, Châteauneuf, on connaît les grands classiques, Beaucastel, Pégot, bien sûr, Château Herraias, que j'ai pas encore la chance de boire. Je sais pas si un de vous a bu du Château Herraias. Laurent a bu du Ikem, donc il a peut-être bu du non. Herraias. Donc on a Grand Télégraphe, Vieux Télégraphe. Vieux Télégraphe, bien sûr, domaine de la Crau, avec le terroir de la Crau qui est assez connu à Châteauneuf. Non, l'idée là, c'est de se dire voilà, à Châteauneuf, qui sont quand même moi je trouve personnellement des grands vins qu'on peut tout à fait comparer à des Bordeaux, je dirais premier cru, c'est qu'on trouve des vins, je trouve, excellents à 20-25 €, ce qui est le cas de ce domaine, puisque domaine Charvin, donc acheté à la propriété, on est sur 25 € pour ce Châteauneuf de Milon, et qu'on a quand même un certain nombre de vins de grande qualité, de garde, complexes, intéressants, équilibrés, entre 20 et 25 €, je trouve ça particulièrement sympathique. Pas forcément l'image qu'on a des Châteauneuf, qui sont quand même des vins assez chers, justement parce qu'ils se vendent un peu dans le monde entier, donc la pression du marché fait que c'est facile quand même de tomber sur des vins à 50, 60, 80 € la bouteille. Exactement, oui, non, mais enfin, Herraias, on est largement au-dessus de 100 €. C'est ça. Bon, Beaucastel, on va être à 55, 60 €, ça vaut le coup. Après, on parle pas de l'hommage à Jacques Perrin qui titre à 400, mais ça, c'est une cuvée spéciale du domaine, donc, Beaucastel. Donc voilà, donc, moi, je trouve, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc, une grande possibilité de se faire plaisir entre 20 et 25 € sur c'est déjà une excellente nouvelle. Et puis, voilà, il y a aussi des vignerons qui n'ont pas envie de rentrer, on va dire, spontanément, qui font, comme dirait l'autre, leurs enfants, et qui n'ont pas envie de mettre nécessairement un prix très élevé et garder une accessibilité de leur vin. Alors ce vin, donc là on est sur un Grenache, un Châteauneuf de 2011, donc qui a déjà un peu évolué. Il est à 85% Grenache, et puis après 3 fois 5% entre Mourvèdre, Syrah et Vaccarès. Voilà, c'est un... on a une belle couleur, hein. On a déjà un petit peu les traces du vieillissement du vin. Je me trompe ou pas? C'est trop tôt encore. C'est pas flagrant. Non, le vieillissement n'est pas flagrant. Je crois que j'ai décidé de dire que des conneries dans cet épisode. Ne faites pas attention. Fais-toi ne faites pas plaisir. attention, j'anime juste cette émission, c'est tout. On est là pour dire des conneries. On ne sait jamais rien sur le vin, on a tout à apprendre. Voilà. Moi, j'ai fait cette émission uniquement pour en apprendre, en fait. Non, je pense je confesse. On est sur un vin qui est plutôt, je pense, qu'est-ce que vous diriez, quoi, vous, plutôt pourpre. Non, ça vous va comme appellation? Ouais, je dirais qu'il est pourpre, tendance légèrement, pourpre, légèrement grenat. Oui, c'est ça. Moi, je dirais Grenat. Alors, la particularité du domaine Charvin, c'est qu'il vinifie en vendange entière, donc c'est-à-dire sans éraflage. Donc, la vinification se fait avec la grappe du raisin. Et l'autre particularité, c'est que le vin, en tout cas celui-là, est non filtré. Et malgré le côté non filtré, c'est ce que... Il est quand même assez limpide, hein. Voilà, ce que disait Laurent dans notre précédente émission. Donc on est sur non filtré, mais ils ont attendu effectivement que les particules se déposent avant la mise en bouteille au fond. Donc on est sur un vin assez limpide, malgré le côté non filtré. Alors non filtré, le filtrage, ça se fait juste avant la mise en bouteille, pour, je dirais, rendre le vin limpide et brillant, et puis pour éliminer aussi les micro-organismes considérés comme indésirables. Si on dit effectivement qu'on est sur un vin non filtré, c'est un parti pris, parce que ce qu'on peut critiquer, enfin bon, après c'est des questions d'école et puis de volonté du vigneron, c'est que parfois le filtrage élimine certaines levures, notamment les fameuses Brettanomyces. On va aller dans les termes techniques, voilà, qui peuvent... Ce sont des bactéries. Qui sont des bactéries, ok, effectivement, qui évoluent au cours du temps, et les Brettanomyces peuvent aussi évoluer vers des notes de cuir et des notes animales. Donc ça peut être assez intéressant. Elles apportent quelque chose. Voilà, exactement. Donc elles n'abîment pas le vin. Le fait de filtrer peut potentiellement éliminer ces choses-là. Voilà. Donc d'où l'intérêt de voir ce vin qui est non filtré. Au nez. Moi, je sens assez... personnellement, je sens des notes assez animales, moi, mais en termes de nez. Un petit peu animal. Et puis, bien sûr, il y a un côté épicé, je pense aussi. Un petit peu d'épices. Moi, je sens bien les épices, le fruit.
Oui, on a du fruit, hein, quand même. Au nez, Il y en a, ouais. On a quand même un fruit qui s'exprime, qui n'est pas forcément immédiatement le raisin là auquel on pense. C'est pas un jus de raisin, mais on a ce côté fruité. Je pense que à l'examen visuel aussi, c'est intéressant de remarquer que le vin colle bien au verre. Hein. On n'a pas parlé des jambes, des cuisses ou ce que vous voulez sur le vin. Ça dit pas toujours grand chose, mais là on voit que le vin coule très très lentement. Il adhère à la paroi. Énormément à la paroi. Et donc ça dénote quand même un taux d'alcool en général assez élevé. On peut envisager qu'en bouche, on aura quelque chose de très, très opulent. Il titre à combien celui-là ? Il est à 15 degrés. 15 degrés, d'accord. Donc on est dans le très haut du... On est dans la gamme très haute en termes d'alcoolémie, ouais. Dont Dominique Buffet, la semaine dernière, nous disait justement que la tendance du côté du consommateur est d'aller vers des vins de moins en moins forts, et qu'un vin trop fort rebute le consommateur. Ce qui est un véritable enjeu sur cette région, parce qu'en fait, avec le réchauffement climatique, et c'est un peu vrai dans toutes les régions de France, les vins titrent de plus en plus, en fait. Exactement. Là, on vient d'avoir 2 années, 2015-2016, avec des niveaux d'alcool assez élevés, même dans des régions réputées comme étant plutôt froides, type la Bourgogne. Et donc, il y a une évolution là sur les vins qui crée un véritable effet ciseau entre le consommateur qui regarde le taux d'alcool et le climat qui nous en impose de plus en plus élevé. Donc c'est un peu compliqué pour les vignerons. Les clés pour essayer de faire baisser un peu ce niveau d'alcool, c'est de réduire la fermentation alcoolique, qui est cette étape entre le moment où... On ne peut pas la réduire dans le sens où si tu ne vas pas jusqu'au bout, il reste du sucre. C'est pas franchement souhaitable. Non, les moyens d'action, c'est de changer les cépages. C'est d'aller sur des cépages qui plus adaptés, qui réagissent mieux au climat. Donc ça, c'est un travail de très longue haleine. Au risque quand même de dénaturer les vins, finalement. Mais c'est ce que le climat va imposer. Je pense que ça va être une des évolutions. Ouais, dans 20-30 ans, il faut acheter dans Loire, hein, parce qu'en 20-30 ans, les Cabernet Sauvignon de Loire et Cabernet Franc auront un climat de Bordeaux, en fait. Oui, c'est probable. Donc c'est un petit peu ça la tendance. Après, il y a effectivement le degré alcoolique. Je trouve pas que l'alcool explose en bouche. Hein. Je trouve que peut-être le fait de faire sans éraflage donne un peu de tension et de côté vert sur ce vin-là. Je sens pas. Enfin, on sent pas l'alcool, quoi. Elle titre sur la bouteille, c'est clair, mais c'est pas flagrant en bouche. On n'a pas de dominante gustative, je trouve, sur l'alcool. Non, parce qu'il est assez équilibré, effectivement. Et je pense que tu as tout à fait raison sur le choix de ne pas érafler. La rafle apporte probablement un peu de tension à l'ensemble. Sur cette question de l'éraflage, on a toute la panoplie. Il y a des vins pour lesquels on érafle à 100%, on ne met que la baie. Et il y a des vins sans éraflage du tout, comme celui-là ou... C'est ça. Et puis il y a des vins où il n'y a pas de grain de raisin. Non, je déconne. On met que la rafle. Exact, il n'y a que la rafle. Il n'y a que la rafle, d'accord. Ils sont un peu verts pour le coup. C'est intéressant. Ça s'appelle une infusion, ça. On l'a goûté maintenant. Qu'est-ce qu'il nous raconte en bouche un petit peu ce Châteauneuf du domaine Charvin 2011 ? Bien équilibré, effectivement. Il y a un côté effectivement épicé. Qui ressort. Alors là, tout de suite, pour identifier l'épice, c'est un petit peu compliqué, mais j'y travaille. C'est tout un exercice, la dégustation. Et puis c'est la mémoire olfactive également. C'est d'avoir goûté des vins et d'essayer d'associer des arômes à ces sensations. On ne nous éduque pas assez à sentir. C'est une vraie faiblesse. Hein. Notre nez est quand même globalement assez médiocre. Enfin, il a un potentiel énorme et on ne le développe pas. C'est juste. À part dans le parfum et dans les vins, finalement, on ne sollicite pas beaucoup notre nez. En cuisine, on utilise cet organe, mais on n'a pas d'éducation. Chacun se fait un petit peu son éducation. On peut toujours prendre des cours de dégustation en vin. Hein, et on apprend justement à classifier. On peut même passer au wine therapy pour exercer son odorat sur des arômes. Et voilà comment il glisse sa promo. Moi, je le trouve très bien fait, ce vin. Hein. Je trouve
voilà, comme vous dites, équilibré. J'ai pas forcément les mots pour le dire, mais même en bouche, il a une belle rondeur, une belle douceur. Je suis d'accord avec toi, Patrice. L'alcool me dérange pas. Je me dis pas tout de suite c'est un vin extrêmement fort. Il fait 15 degrés, mais j'ai envie de dire ça ne se sent pas forcément. Et on sent aussi que c'est probablement un vin qui va gagner en restant un petit peu en bouteille. On peut le boire maintenant, parce que 2011, 2017, voilà, ça fait déjà quand même quelques années, mais on peut le boire dans 5 ans. Il sera encore meilleur ou pas ? Bah écoute, je pense, parce que bon, un Châteauneuf quand même, un bon Châteauneuf bien fait, bien équilibré, je pense que son paroxysme est entre 10 et 15 ans. Donc 2011 étant pas spécialement une année complexe ou une mauvaise année, c'est une année moyenne en plus, on va dire, en Châteauneuf. C'est une bonne année, quoi. Donc je pense que son apogée sera au bout de 10-15 ans, quoi. Et effectivement, il y a un côté effectivement épicé, un petit peu boisé, que je trouve très agréable. Tapisse bien, hein. Il tapisse bien à l'intérieur de la bouche, il s'exprime aussi sur la durée, sur la longueur. Là, je constate que tu ne nous demandes pas si on le prend à l'apéro, celui-ci. En effet, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Celui-là, on a dit la dernière émission du Kéran blanc que voilà, l'apéro ça passe, mais c'est encore mieux avec une petite volaille. On le met en face de quoi, ce Châteauneuf Charvin 2011 ? Il faut quelque chose de costaud en face ? En fait, oui, il est quand même. On n'a pas beaucoup parlé des tanins, mais ils sont bien présents. Ils sont assez. Moi, je les trouve assez souples. Ils sont souples. Ils sont pas très. Je les trouve assez souples. Pas du tout astringent, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout rêche en bouche. On sent que il est doux, il est fluide, ouais. Oui, c'est un vin qu'on peut boire tout de suite. Hein. On voit que on a du plaisir à le boire tout de suite. Il nous arrache pas au niveau des tanins. Mais bon, il a quand même une structure qui fait que en face, on a envie de mâcher. On a envie de mâcher de la viande rouge, une bonne côte de bœuf. C'est ça. Je pense que là, c'est vraiment. Ouais, ce qui nous vient à l'esprit tout de suite. On aura le plaisir. Après, bon steak. De l'agneau peut-être aussi. Oui, éventuellement. On a encore plus de goût que le bœuf pour le coup. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, le fait... Gibier, ça passe bien. Alors, gibier. Voilà. Après, gibier. Faut être chasseur. Non, mais voilà. C'est ça. On parle toujours du gibier dans les accords, mais franchement, qui mange du gibier aujourd'hui? Qui aime ça? Ouais. Bon, mais gibier, mais il faut en trouver, quoi. Il faut en manger. Je prends un petit quart de sanglier, moi, ce week-end, au Monoprix du coin. Ouais. Ils en font pas, effectivement. De la viande, voilà, de la sauce, quelque chose des fromages de caractère aussi. Alors après, je sais pas quel type de fromage, mais je sais pas si c'est du bleu, mais je pense qu'un fromage un petit peu costaud peut bien aller avec. Bon, ça serait dans les accords classiques. Après, est-ce qu'on irait jusqu'à un poisson un peu à chair ferme ou chose de ce type-là, je sais pas. Ça serait peut-être pour tenter un peu les contre-accords, les endroits où on l'attend pas. Je vais pas être assez audacieux parce que là vraiment non, je n'irai pas. Tu le sens pas, hein. Non, je n'irai pas. Si tu le sens pas, ne le fais pas. Exactement. C'est quoi la crainte? C'est d'assassiner le poisson. Tu sens plus le poisson. T'as que le vin qui fait tout. Ce serait ça le danger dans les accords. C'est un mystère pour moi, les accords. Les accords, il n'y a pas d'accord idéal. Enfin, je pense qu'il y en a qui marchent pour la majorité des gens. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde ne réagit pas de la même façon aux accords. Donc il faut le tester. Clairement, le poisson, en dehors des tons qui sont rouges et avec lesquels le vin rouge fonctionne bien, pas seulement pour une histoire de couleur, mais pour une histoire probablement de texture aussi, c'est plus compliqué. Maintenant, il faut dire que souvent on accepte des choses, donc on teste pas, on va pas sur l'interdit. Donc pourquoi pas un Châteauneuf sur une truite, hein, pourquoi pas, il faut le tester. J'ai pas de truite, j'ai dit poisson à chair ferme. Oui, enfin, bon voilà, après, truite, peu importe. Il faut maîtriser les poissons, là. On essaye de maîtriser les vins, maintenant, c'est quoi un poisson à chair ferme, tiens? Chair ferme, je sais pas, Saint-Pierre, saumon... Saint-Pierre avec Saint-Pierre avec un Châteauneuf du Pape, ça paraît s'imposer. Voilà. Les clés du paradis sont peut-être là. Il faut savoir faire des expériences. Non, mais c'est vrai. On est obligé de s'arrêter là-dessus. Le Saint-Pierre avec le Châteauneuf du Pape, il faut savoir faire des expériences. Il n'y a pas d'accord parfait. Il y a des accords majeurs, des accords mineurs, des accords qui fonctionnent pour certains, pas pour d'autres.
En tout cas, ce Châteauneuf était excellent. C'est un vin du domaine Charvin dans un millésime 2011. On lui a trouvé une belle corpulence, une belle longueur en bouche également, des tanins assez souples. Un vin qui peut se garder mais qui peut se boire tout de suite et qui nous offre déjà beaucoup de plaisir. J'ai envie de dire accordez-le avec ce que vous voulez. Parce que, comme le dit Laurent, il faut tenter les choses. Pourquoi pas un Saint-Pierre, un poisson à chair ferme. Voilà, c'est déjà la deuxième émission qui se termine. On a encore passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. La semaine prochaine, nous irons un peu plus au nord de Châteauneuf, à Vin-Sobre, une petite appellation de la Drôme qui fait de très belles choses à l'ombre des Grandes. Plus précisément, nous goûterons un vin de la maison François Vallot qui travaille en bio et qui travaille très bien. Tout le monde le dit. Le caviste à qui j'ai acheté le vin me le dit. Laurent qui m'a conseillé ce vin me l'a dit. Ce monsieur Vallot travaille extrêmement bien à Vin-Sobre. Merci Patrice de fait d'avoir été des nôtres. On se retrouve très vite. Laurent Delsour, un grand merci aussi. À très bientôt. Merci à Goum de nous accueillir. Merci à ceux qui ont déjà mis quelques étoiles sur iTunes. Continuez. Donnez-nous des idées de vins, de régions que vous aimeriez que nous visitions, que nous chroniquions, de vins qu'on devrait goûter. Parce que voilà, des vins plus intéressants que ce Châteauneuf domaine Charvin 2011. On a envie d'essayer. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter à l'adresse @laterreaboire. Merci messieurs. À très bientôt. À très bientôt. On vous embrasse. Bye bye.